Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Jean-Luc Mélenchon, député européen, ancien candidat à la présidentielle où vous avez obtenu pour le Front de gauche un peu plus de 11%. Pour vous interroger cette semaine, Corinne Laurent pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 6 mois que la gauche est au pouvoir. François Hollande, cette semaine, dans une interview au Point, soutient, c'est bien le moins, son Premier ministre Jean-Marc Ayrault et affirme que sur l'affaire de Florange, finalement, c'était un bon accord. Tout au plus, y a-t-il eu, dit-il, un problème de communication. Pour vous, c'est une question de méthode ou un problème de fond? C'est un problème de fond. Le président de la République, premièrement, ne croit pas au rapport de force avec la finance. Je pense qu'il ne la comprend pas. Il en a une vision idéologique. À l'ancienne, des sociodémocrates de la fin du XXe siècle. Il pense qu'il y a une stabilité d'un ordre capitaliste avec lequel on compose et que, bon, du moment que tout ça fonctionne, à la fin, il y aura une prise d'avantage pour les travailleurs. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans le cas de Mittal, c'est une addition d'erreurs qui ont été faites et dont le résultat est non seulement désastreux pour les travailleurs, mais surtout pour le rapport de force global entre la France, je dis bien la France, et la finance internationale, car elle vient de recevoir un message, les Français cèdent. Monsieur Mittal est un homme qui est entré par effraction en France, à la faveur d'une OPA hostile contre Arcelor. Monsieur Mittal est membre du conseil d'administration de Goldman Sachs. C'est un homme qui prend ses décisions en regardant ce que lui disent les agences de notation. Les agences de notation l'ont mis en garde, s'il n'améliorait pas sa profitabilité, sa note serait dégradée. Et voilà pourquoi M. Mittal a fermé un très grand nombre de ses installations, de manière à, premièrement, obtenir une montée des coûts, deuxièmement, obtenir l'effet dégraissage qui séduit les capitalistes. Et c'est à cela qu'a cédé le président Hollande, alors qu'il aurait suffi de donner un coup, et un coup sérieux, pour que M. Mittal montre ce qu'il est, un tigre de papier. J'ajoute que, au cas particulier, ce n'est pas au Premier ministre de négocier un accord avec un patron, c'est au syndicat. Et le fait d'avoir négocié un accord, comme ils disent, eux-mêmes osent appeler ça un accord, aboutit à ce résultat que les travailleurs sont frustrés de tous leurs droits légaux de négociation dans un cas similaire. Car en effet, comment ça se finit? Les hauts fourneaux seront fermés et donc le cœur de la profitabilité du site de Florange est tué. Question de Romain Mazenot pour RCF. Est-ce qu'il aurait fallu nationaliser Florange? Dans quel cas il faut nationaliser des sites industriels menacés? Je rappelle que vous avez été ministre du gouvernement Jospin, qui est le gouvernement qui a le plus privatisé dans l'histoire de la Ve République. Qu'est-ce qu'il aurait fallu nationaliser Florange? Allons au bout d'une chose. Il ne faut pas marcher par perfidie. Donc j'ai été membre du gouvernement Jospin. Voulez-vous que nous en parlions? Quand vous dites qu'il y a le plus privatisé, ce n'est pas ça la principale caractéristique du gouvernement de Lionel Jospin. C'est en valeur, mais pas en nombre, les plus grosses rentrées issues des privatisations. Donc ce n'est pas vrai que c'est sous le gouvernement de Lionel Jospin que l'on a privatisé le plus grand nombre d'entreprises. Ce n'est pas vrai. Alors on peut discuter les ouvertures de capital qu'il a fait, on peut les discuter, je les discute, mais si on veut faire un examen sérieux de notre histoire, encore faut-il la prendre dans son sérieux, dans sa réalité. Et le bilan essentiel pour moi du gouvernement Jospin, c'est les 35 heures qui ont été présentées dans le monde entier comme une mesure communisante. Venons maintenant à votre nationalisation provisoire, dont François Hollande dit qu'il a encouragé Arnaud Montebourg à le mettre sur la table. C'est une méthode totalement déloyale que de présenter le travail d'un ministre comme celui d'une sorte de mannequin qu'on agite pour faire peur et qu'ensuite on remet dans le tiroir. Ou bien la France estime que la sidérurgie est une activité stratégique dont elle a besoin pour le reste de ses productions, pour organiser son autonomie, sa souveraineté, et dans ce cas, elle le dit, elle le porte jusqu'au bout, mais elle ne joue pas avec les nerfs des autres, elle ne fait pas semblant, et elle dit clairement ce qu'elle a à faire, ce que ne fait pas le président Hollande. J'estime que le récit qu'il fait de cette séquence est d'un cynisme absolument outrageant pour l'idée que je me fais de ma patrie. Voilà, la sidérurgie fait partie des besoins fondamentaux d'une souveraineté nationale bien comprise des Français. Nous avons donc besoin d'une sidérurgie. Ce n'est pas moi qui le proclame à cet instant, c'est la France qui l'a toujours fait. Sinon, pourquoi
aurait-on nationalisé la sidérurgie en 1981? Pourquoi y aurait-on mis 60 milliards de recapitalisation prise sur le bien commun des Français? Et pourquoi, stupidement, l'avons-nous vendu pour 10 milliards en maintenant une participation de l'État? Et c'est parce que l'on avait retiré la participation de l'État à l'instigation de M. Dominique Strauss-Kahn que lorsque M. Mittal a attaqué Arcelor pour le racheter, il a pu le faire, l'État français étant hors de situation de se défendre. Pourquoi je fais cette référence? C'est parce que la question que vous me posez à propos de la nécessité de la nationalisation temporaire ou pas, mais temporaire est une formule qui peut parfaitement m'agréer, c'est parce que en ce moment, Mittal et Arcelor est l'arbre qui cache la forêt. Que se passe-t-il à EADS, où se trouve concentrée notre industrie aéronautique et la pointe des techniques françaises? EADS, aujourd'hui, vient de réorganiser, comme ils disent, sa gouvernance, et 70% du capital de ADS est devenu un capital flottant. C'est-à-dire que n'importe quel consortium de banques et de comploteurs peuvent s'emparer de ADS au niveau international, exactement comme M. Mittal s'est emparé de Arcelor. Et je dirais la même chose à propos d'Alcatel-Lucent, le cœur du savoir-faire français, du génie technique que nous avons en matière de télécommunications. Cette entreprise, le gouvernement est en train de la regarder mourir sans rien faire, alors que pour obtenir une ligne de crédit, il aura fallu que Alcatel dépose la totalité des brevets et s'engage à vendre l'entreprise qui fabrique le câble optique sous-marin. Que fait le gouvernement? Rien. Que fait-il dans le cas de ADS? Non seulement il ne fait rien, mais il s'est vanté de ne rien faire en disant c'est l'esprit d'entreprise qui doit l'emporter. Voilà le fond de la pensée de François Hollande. Le marché, au fond, est le meilleur des régulateurs. Jean-Luc Mélenchon, précisons, vous dites, donc Lagardère veut quitter EADS, et vous dites EADS c'est Florange puissance 10. Pourquoi? C'est quoi la menace? La sidérurgie, il peut y avoir débat entre nous. Certains peuvent dire, monsieur Mélenchon, la sidérurgie, après tout, pourquoi vous mettez ça dans les industries stratégiques? Moi, je le sais du point de vue de ma propre planification écologique. Pourquoi je veux qu'il y ait une sidérurgie en France et qu'elle nous produise les aciers fins dont nous avons besoin dans des conditions écologiques. Mais j'admets qu'on puisse discuter du caractère stratégique de la sidérurgie. Mais qui oserait aujourd'hui dire qu'on ne discute pas du caractère stratégique des productions aéronautiques de notre patrie? Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, pourquoi ces puissances 10? Parce que le jour où, à la faveur d'une attaque des capitalistes, que ce soit un fonds de placement ou un consortium sur EADS, fruit juteux, qui viendrait comme d'habitude pour découper, c'est-à-dire mettre d'un côté les bons brevets, les procédés de fabrication, les appareils les plus rentables et jeter tout le reste. Comment nous défendrons-nous? Vous aurez la Commission européenne qui viendra, comme d'habitude, dire, comme elle l'a dit au moment de Péchinet, il y a un risque de monopole, ou comme elle l'a dit au moment de l'attaque de Mittal contre Arcelor, il ne faut pas laisser faire et nous perdrons tout. Et à ce moment-là, mes amis, ce n'est pas seulement des hauts fourneaux que nous perdrons, c'est de la matière grise par milliards et milliards de droits et de brevets. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Vous avez voté oui à Maastricht, Jean-Luc Mélenchon? De quoi vous plaignez-vous? En fait, vous avez voté oui pour tout le mécanisme qui empêche précisément la patrie, la souveraineté dont vous faites l'éloge aujourd'hui, de tenir ses propres richesses, sous sa coupe. Alors là aussi, ne soyez pas, ne répétez pas la propagande gauchiste. Parce que c'est toujours ce qu'on me dit. Vous avez voté oui à Maastricht. Oui, j'ai voté oui à Maastricht. Et je l'ai fait avec beaucoup de conviction. Oui. Je croyais réellement que nous entrions dans un cycle vertueux de construction de l'Europe. Vous dites que vous êtes trompé. Mais je ne sais pas, mea culpa, pardon, je sais où je suis, mais je pense que le devoir d'un homme politique et d'un responsable et de quelqu'un qui prétend incarner son pays, c'est d'examiner tranquillement le bilan de ses propres actes. Je pense que oui, c'est une erreur d'avoir signé Maastricht. Pourquoi? Mais la question essentielle, c'est pourquoi c'est une erreur? C'est pas un complot. Le président Mitterrand ne complotait pas quand il signait Maastricht. À l'époque, nous étions tous en proie à une vision du capitalisme, je parle pour nous les gens de gauche, totalement erronée. Et je parle du Parti socialiste. Nous n'avions pas compris la transnationalisation du capitalisme. Nous pensions comme au XIXe siècle, je dis nous, moi j'étais pas dans le coup, mais enfin, je participais de cette logique. Nous pensions que plus on intégrerait l'économie, plus il en résulterait mécaniquement une intégration citoyenne et politique. Très clairement, vous croyez à l'époque à une sorte d'Europe fédérale.
Oui, je pensais que ça se ferait naturellement parce qu'on aurait intégré le marché, qu'on arriverait à harmoniser par le haut, fiscalement et socialement. C'est le contraire qui s'est produit. Mais pourquoi? Ça ne met pas en cause la mauvaise volonté, le complot, les méchants. Ça met en cause une mécanique, un effet de système. Dans cette époque du capitalisme, les choses ne peuvent pas se passer autrement, sauf à rompre avec le capitalisme. J'ajoute quelque chose pour nos auditeurs qui, je sais, aiment et écoutent l'histoire de France. Lorsque nous signons Maastricht, mes amis, revenez dans le réel, l'Allemagne est en train de se réunifier. Ce n'est pas un problème pour nous, 80 millions d'Allemands? Bien sûr que si, c'est un problème pour tout le monde. La manière dont l'Europe s'organise, et en particulier l'Allemagne, est un problème à côté de quoi nous ne pouvons pas passer avec une espèce d'esprit, superficiel et naïf. À l'époque, le président Mitterrand avait comme argument, premièrement, qu'en faisant la monnaie unique, nous clouerions la main des Allemands sur la table. Je vous redonne son expression. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on les empêcherait de se livrer à la surenchère à laquelle, pour finir, ils se sont quand même livrés, et qui a mis à leur remorque toute l'Europe à ce moment-là, et encore maintenant, dans la phase dans laquelle nous sommes. Et deuxièmement, disait-il, on ne pourra plus conspirer contre votre monnaie. Voilà les deux arguments que nous avions. Les deux se sont avérés être erronés parce que participant d'une vision du capitalisme de notre temps qui était erroné. Voilà pourquoi, monsieur, après avoir voté oui à Maastricht, je ne me suis pas contenté de venir dire à mes interlocuteurs et de répéter inlassablement, depuis bientôt 5 ans, que j'ai voté non au traité de 2005. Et je voudrais vous rappeler que dans le traité de 2005, il y avait tous les autres traités, inclus le traité de Maastricht. Par conséquent, en ce qui concerne le traité de Maastricht, j'ai voté oui, et puis j'ai voté non. Et lorsqu'est venu le traité de Lisbonne, qui est la décalque du traité constitutionnel qui lui-même contenait le traité de Maastricht, j'ai également voté non, ce qui n'est le cas de fort peu de monde, vous le savez, aussi bien à droite qu'à gauche. Alors je reviens sur Florange, mais on pourrait parler de PSA, Sanofi, etc., tous les plans sociaux qui s'empilent sur le bureau du gouvernement. Est-ce qu'au fond, c'est pas l'impuissance de l'État, comme le disait d'une certaine façon, excusez-moi de revenir à Lionel Jospin, mais c'est quand même lui qui disait on ne peut pas tout demander à l'État. L'État est impuissant si ceux qui le dirigent le sont eux-mêmes. D'où tombe le libéralisme, je vous prie? D'où vient cet ordre d'organisation des choses? Il n'a rien de naturel. Il résulte de décisions qui ont été prises, de lois qui ont été votées, de règlements qui ont été décidés. Le marché totalement dérégulé, c'est une idéologie parmi d'autres, qui a trouvé des relais dans les États et dans les organisations politiques pour se mettre en œuvre avec une férocité et un esprit de système au moins équivalent à celui des soviétiques. C'est-à-dire que moins ça marche, et plus on dit qu'il faut continuer dans cette voie-là. Bon, ils sont impuissants parce qu'ils le veulent bien, notamment en Europe. On ne cesse de me dire « Ah, mais monsieur Mélenchon, tout ce que vous dites vous oblige à sortir de l'Europe. » Je dis « Mais non, pas du tout. Nous sommes la deuxième puissance européenne, et bientôt la première, en nombre en tout cas, et en territoire. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Par conséquent, nous ne sommes victimes que de notre faiblesse. Si le président Hollande, commençant son mandat, n'avait pas été si gentiment, si aimablement et au fond si misérablement accepté n'importe quoi de Mme Merkel, comme l'avait fait M. Sarkozy auparavant, nous n'en serions pas là. S'il n'était pas revenu en France en disant « j'ai un plan de croissance », alors qu'il sait très bien que ce n'est pas vrai, que sur les 120 milliards qu'il prétend avoir obtenus, 60 milliards existaient déjà, et tout le reste c'est de l'emprunt. S'il n'avait pas donné au gouvernement allemand actuel l'impression de cette faiblesse, le gouvernement allemand actuel n'aurait pas continué à avancer. S'il avait frappé réellement M. Mittal au lieu de le caresser, eh bien, M. Mittal aurait reculé. S'il avait dit au patron du CAC 40... Comment le frapper? Qui, M. Mittal? En nationalisant. Il n'y avait rien de plus simple. C'était de dire, voilà, M. Mittal, ou vous rallumez les fourneaux, ou nous nationalisons le site. Et vous faites fuir des milliers d'investisseurs? Mais jamais de la vie. Parce que ça, c'est vous qui croyez ça. Fuir les investisseurs. Hein. Mais pas du tout. Les investisseurs. Ça crée le chômage donc. Mais non, les investisseurs ne sont pas des idéologues. Les investisseurs,